L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78 épisode 247. Ce soir, mon invité est le vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, délégué au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Laurent Mazory. L'hebdo politique. Laurent Mazory, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi maire adjoint d'Elancourt, délégué à la culture. On va revenir avec vous longuement ce soir sur le dossier des Jeux Olympiques et Paralympiques. Saint-Quentin en Yvelines accueillera certaines épreuves. Vous êtes en charge de ces questions pour l'agglomération. On va revenir sur les différentes polémiques aussi qui accompagnent ces Jeux Olympiques et la préparation de l'événement qui est l'événement le plus regardé de la planète. Vous avez vu Laurent Mazory, j'imagine, le prix des places. Le comité olympique nous avait annoncé des jeux populaires et pourtant le prix des places a fait polémique. 2 700 € pour assister à la cérémonie d'ouverture sur la scène, 690 € pour suivre une session d'athlétisme ou encore 500 € pour la natation. Il y avait des places aussi à 24 €. Vous, en tant qu'observateur du dossier, est-ce que vous avez été surpris de voir ces chiffres et cette polémique ? Alors surpris, non, puisque quand on regarde en fait l'historique des Jeux Olympiques, on assiste au même phénomène, y compris dans des pays beaucoup plus, beaucoup moins commerciaux peut-être que peuvent être la France ou moins ouvertes à l'économie de marché. Et on sait tous très bien que les Jeux Olympiques coûtent à la fois cher et puis qu'il y a un certain nombre d'opérations et de positions sur certains sports qui impactent directement le prix du billet. Après, en ce qui concerne Saint-Quentin-en-Yvelines, je ne veux parler qu'au nom de Saint-Quentin-en-Yvelines, on a la chance d'avoir des épreuves très accessibles. Les plus chères sont celles évidemment du Vélodrome National parce qu'on a un nombre de places qui est limité à 5000 places au maximum, dans lequel on va trouver ces fameux billets à 24 €, et on va trouver des billets un petit peu plus chers, mais on n'ira pas au-delà des 100-110 € pour les meilleures places. Et puis surtout, on a une chance extraordinaire. Le golf fait partie des manifestations qui, comme ça, a priori, ont l'impression d'avoir le plus grand symbole marketing élitiste, alors que les places y sont très peu chères. On a beaucoup de places à 24 €. Le VTT, je n'en parle pas, sur la colline d'Elancourt, on aura les places également les moins chères. Et puis on a une chance extraordinaire, on a aussi des épreuves gratuites à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est le passage des épreuves de cyclisme sur route, à la fois féminines et masculines, et puis des prix de billets également au BMX, qui sont tout à fait abordables. Donc oui, je constate effectivement qu'il y a des prix parfois un peu prohibitifs sur une partie des installations olympiques, mais ce n'est pas le cas à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc on a cette chance de pouvoir faire participer ainsi le plus grand nombre de tous ceux qui viendront nous visiter. Alors d'un côté, on souhaite que les jeux soient raisonnables économiquement, que ça ne coûte pas trop d'argent à l'État et que ça n'explose pas le budget comme on a pu voir sur certains pays qui avaient organisé les jeux précédemment. Est-ce que certains qui dénoncent ces prix ne font-ils pas de la démagogie selon vous ? Oh, c'est très français, on condamne aujourd'hui ce que l'on a encensé hier. Si on n'avait pas été candidat aux Jeux Olympiques, on aurait dit qu'il est dommage qu'on ne le soit pas. Si on l'est, on regrette de l'être. Quand on a une politique spécifique pour le sport, en même temps, on va avoir au moment des Jeux Olympiques une espèce de grand nettoyage familial au sein des instances du sport. C'est un sujet dont on pourrait parler. On voit ce qui a pu se passer à la Fédération Française de Football à juste titre, mais ce qui se passe également au CNOSF. Bref, c'est très français. On est en général un petit peu paranoïaque ou auto-paranoïaque et on va se fouetter d'être candidat et d'avoir eu ce très très bel événement qui va arriver chez nous. En même temps, il y a de vrais soucis sur lesquels il faut travailler, c'est pour ça qu'il y a des infrastructures. Ensuite, je voudrais juste, si je puis me permettre, corriger un petit élément. Le budget, c'est pas l'État qui le porte, c'est vous et moi, à travers nos impôts, puis ce sont les entreprises. Et donc, l'idée, c'est évidemment que ces Jeux Olympiques soient financés au maximum par les entreprises. C'est d'ailleurs une grosse part du budget. Alors, Tony Estanguet, le président, dit toujours que 100% du budget financé. En fait, quand on cherche, on se rend compte que certes, les infrastructures le sont, mais que tout ce qui tourne autour sont beaucoup financés par les collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales, c'est à nouveau vous et moi, par le biais de l'impôt, que tout cela se finance. Mais on sera dans des jeux qui seront exemplaires, qui seront économiquement équilibré par rapport à l'ensemble de ces financements, et surtout qu'un grand avantage, c'est l'héritage. Parce qu'au-delà du sport, au-delà de l'événement, au-delà du phare braqué sur la France et de l'exportation de l'image de la France à l'étranger pour attirer ensuite des investisseurs et des touristes dans le long terme, on voit que ça marche parce que nous, on a à Saint-Quentin l'expérience de la Ryder Cup qui nous a prouvé que pendant plusieurs années, et cela continue, on a des gens qui viennent spécifiquement au golf national et donc sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc du coup dépenser des devises pour participer et jouer au golf sur un terrain qui
qui a accueilli un événement international, donc il en sera de même pour les Jeux Olympiques, mais au-delà de tout cela, c'est l'héritage que laisseront les JO, c'est la capacité d'avoir anticipé des travaux qui auraient pris 30 ans à être réalisés et de les faire aujourd'hui dans le biais et dans la continuité de l'événement olympique. Et donc c'est avant tout, et au-delà du sport, un élément structurant pour le territoire en termes d'aménagement de nos territoires. Vous avez vu la semaine dernière la démission de l'Yvelinoise Brigitte Henriques du CNOSF. Est-ce que ça a vocation, vous qui suivez le dossier, à déstabiliser l'organisation ou pas du tout ? Je pense que non, parce que les institutions résistent toujours, et particulièrement en France, à ceux qui les dirigent. On a cette capacité, là aussi, à détruire ce qu'on en a encensé un jour. Je ne vais pas rentrer dans les histoires du CNOSF. Je sais que la transition entre l'ancien président et la nouvelle présidente a été compliquée. Je sais qu'ils se sont renvoyés procédure sur procédure. Ça ne me regarde pas. Et en tant que territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, je ne veux avoir affaire ni de près ni de loin avec ces éléments-là. Mais ce que je sais, c'est que le CNOSF, lui, perdurera, et que dans son rôle pour les Jeux Olympiques, je rappelle que ce rôle, il est essentiellement autour du village des athlètes, enfin pas du village des athlètes, pardon, de France 24, c'est l'endroit où les athlètes, après les Jeux, vont rencontrer la population et rencontrer les médias, hein. C'est surtout cette partie-là qui dépend du CNOSF. Ça perdurera, ça aura lieu, que ce soit l'ancienne présidente, un nouveau président ou une nouvelle présidente qui soit là, le CNOSF continuera de fonctionner, comme la Fédération française continuera de fonctionner, et comme l'État lui-même continue de fonctionner quand il y a un changement de présidence ou de majorité. Alors on parlait des places tout à l'heure pour assister aux Jeux Olympiques. Si on n'a pas de place, il y aura aussi la possibilité d'assister aux Jeux dans des zones de célébration qui seront mises donc en place dans chaque arrondissement de Paris, sauf dans le 7e. Dans toute l'île de France aussi, on en parle, la région y réfléchit. Je pense pourquoi pas à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que vous avez des éléments sur cette question ? Alors c'est plus que la région y réfléchit. Nous avons été moteurs de la mise en place de ce qu'on appelle, mais on n'a pas le droit de le dire parce que c'est un horrible nom anglo-saxon, les fan zones, qui sont ces lieux de célébration. Voilà, à la française, on dit des zones de célébration. Zones de célébration, vous voyez, comme zone tout de suite. Bon, on peut peut-être trouver une autre façon de nommer, mais la zone de célébration, elle s'installera à Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque nous en sommes à l'initiative. Elle sera dans l'île de loisirs. Elle sera ouverte sur toute la durée des Jeux Olympiques, mais pas sur celle des Paralympiques, pour des raisons d'organisation et de timing, les Paralympiques étant plus tard. On préfère réserver le paralympisme sur la partie vraiment audiovisuelle. Et d'ailleurs, je tiens à dire que les derniers Jeux Olympiques ont eu un grand succès d'audience sur le Paralympique. Pour la première fois, ce sont les Jeux Paralympiques qui ont été les plus suivis. Je suis certain que ceux de Paris le seront également. Mais vous aurez donc dans l'île de loisirs une fan zone qui sera ouverte toute la journée, pendant toute la durée des Jeux, dans lequel il y aura de nombreuses animations sportives, mais pas que sportives, également très ludiques, avec les partenaires de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je tiens par avance à remercier les entreprises. Je ne vais pas les lister ici parce qu'il y a des marchés en cours, mais toutes celles qui s'inscriront dans cette logique-là sont bien entendu les bienvenues, et elles savent de qui je parle, et elles ont vraiment de très belles choses à montrer pour occuper les gens toute la journée. Bien entendu, écran géant, bien entendu, retranscription de l'ensemble des épreuves, mais pas que celle de Saint-Quentin-en-Yvelines, de toutes les épreuves des JO, animation musicale, endroit pour également tester et goûter tout ce que les Yvelines et Saint-Quentin peuvent produire en termes de restauration qualitative, parce que nous accueillerons à la fois notre population, nos Saint-Quentinois, nos Yvelinois, mais nous accueillerons également toutes celles et tous ceux qui viendront nous visiter, qui en quittant les épreuves n'auront qu'une envie, c'est de passer dans cette île de loisirs pour aller sur cette zone de célébration. C'est un très grand enjeu dont nous sommes à l'origine, dont Saint-Quentin-en-Yvelines est à l'origine de l'initiative. Alors l'organisation a voulu aussi s'inscrire dans des Jeux Olympiques écologiques et durables, avec les enjeux environnementaux de notre époque. Pour vous, est-ce que c'est possible des Jeux Olympiques écologiques ? Est-ce que ce sera une réussite ? Alors ce sera une réussite, en tout cas on y met des gros moyens. Si je prends un exemple, celui de l'aménagement de la colline d'Elancourt qui accueillera les épreuves de VTT, en ayant coulé 0 g de béton, c'est quand même un endroit extraordinaire pour ça, hein. Contrairement à d'autres équipements, il n'y aura aucun béton de coulé sur la colline d'Elancourt. Il y a quand même plus de 3 millions d'euros de ce qu'on appelle les compensations écologiques. Voilà un bel exemple. J'insiste également pour ceux qui ne connaissent pas la colline d'Elancourt et qui nous écoutent, cette colline d'Elancourt en fait est initialement un tas de gravats, hein, qui est lié à la construction de la ville nouvelle. Les différents déblais et remblais qui ont été extraits ont été entreposés à cet endroit-là, il y a maintenant plus de 40 ans. Au fil du temps, la nature n'a pas repris ses droits, mais pris ses droits. Elle s'est installée, alors une nature pionnière, avec beaucoup de boulot, etc., et malheureusement aussi des espèces invasives. Pour autant, bien que ce soit donc quelque chose qui a poussé seul sur un tas de gravats, eh bien on va la compenser écologiquement avec ces 3 millions d'euros. On va en fait, à l'issue des Jeux, avoir une année entière de travaux sur le site. On va y revenir. Voilà. Mais pour vous dire qu'on va bien au-delà de bénéfique
écologiquement, puisque la compensation, à l'issue, le rendu sera en fait meilleur écologiquement que ce qu'il était en amont, avec la suppression des espèces invasives et la présence par exemple, de nidification d'une partie des oiseaux qui avaient quitté la colline parce que la renouée du Japon, qui est une plante très on va dire qui porte atteinte à la reproduction des oiseaux, aura intégralement disparu. Ça, c'est un premier exemple. Et un deuxième exemple, ce sont tous les efforts que l'on fait sur le traitement en amont, en aval des déchets et la limitation des impacts dans la partie transport. Je pense entre autres à l'accueil des vélos. Alors vous me direz, comme on a des épreuves de cyclisme, il serait dommage de ne pas pouvoir y venir en vélo, mais néanmoins, on y viendra en vélo avec des systèmes de vélos qui seront mis en place pour accueillir un maximum de la population par ce biais de ce transport. Alors justement, accueillir un maximum de la population, qui dit Jeux Olympiques dit beaucoup de spectateurs. On attend près de 10 millions de visiteurs en France pour ces Jeux Olympiques, l'équivalent d'un pays comme le Portugal, la population d'un pays comme le Portugal. Il y a déjà 12 millions de franciliens, il y aura 15% de trains supplémentaires prévus pour les Jeux. Alors quand on voit comment fonctionnent les transports actuellement et cette année en Ile-de-France, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet selon vous ? Alors, d'abord, il faut être inquiet en amont pour trouver des solutions. Si on n'est pas inquiet, on laisse faire. Je pense que l'inquiétude, elle a existé. Elle est en voie de se régler. D'abord, il y a eu de très gros efforts de faits par la région et qui vont continuer d'être faits à travers son extension qui est Île-de-France Mobilité, qui gère l'ensemble des transports, dont les transports pour les Jeux Olympiques. Le but, c'est d'amener ceux qui nous visiteront comme notre population. Alors, avec deux aspects. Ceux qui nous visiteront sur les sites et la population qui, elle, sera là, de faire en sorte qu'elle continue à travailler, à se déplacer sans aucun problème. C'est un vrai sujet qui est pris à bras-le-corps par Île-de-France Mobilité et sous contrôle de l'État. Moi, je participe à de nombreuses réunions en préfecture des Yvelines, dont pas la moitié, mais un bon tiers des sujets sont liés au transport. Et quand on parle des transports, il y a le train, il y a le bus, il y a comment on va d'une gare à un site. Je parlais tout à l'heure de la colline des Lancours. Elle est certes en plein cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais elle est éloignée des gares. Il faut donc ramener la population et les visiteurs des gares jusqu'à la colline des Lancours. Mais quand on fait cela, il faut certes des bus, mais il faut des quais temporaires, mais il faut des systèmes de signalisation, mais il faut du barriérage, mais il faut des sanitaires pour pouvoir accueillir les gens quand ils font la queue pour prendre les bus. Il faut calculer les temps de transfert pour que les gens attendent un minimum leur bus en y allant et un minimum de bus en revenant. Tout ce travail est pris en compte. Et nous aurons la chance à Saint-Quentin-en-Yvelines d'avoir le seul test event de tous les Jeux Olympiques où on va tester tout le système. Quand je dis tout le système, c'est aussi bien le fonctionnement du contrôle des billets à l'intérieur du site que le ramassage des ordures, que évidemment les transports. Et donc on va tester le 24 septembre à Élancourt et à Saint-Quentin-en-Yvelines justement toute la problématique transport pour la colline des Lancours qui servira d'exemple et pour tous les autres sites. Je tiens à dire également que pour Saint-Quentin, pas d'inquiétude, les autres sites on les pratique déjà en transport. On a accueilli 2 fois les championnats du monde de cyclisme sur piste au Vélodrome National, il n'y a eu aucun problème de transport, et on a accueilli la Ryder Cup au Golf National, et on accueille chaque année, avec, sauf pour la période Covid, quand même, je le rappelle, l'Open de France de golf, on accueille les championnats du monde de golf amateur, et tout ça s'est très très bien déroulé. La Ryder Cup, si vous retrouvez des images, regardez, en matière de transport, c'était juste extraordinaire. Une voie de périphérique privatisée pour les Jeux Olympiques, vous trouvez ça normal ? Alors, pour les Jeux Olympiques, je le comprends. On a vu d'ailleurs, on n'en avait pas privatisé, mais on avait les mêmes complexités lors de la COP, où on avait dû avoir des couloirs temporaires de privatisation pour faire passer les différents convois officiels entre l'autoroute A1, la porte de la Chapelle et les différents accès. Ça, je le trouve tout à fait normal et je l'entends. Je rappelle également que nous serons sur une période de vacances scolaires et que la majorité des franciliens, en tout cas beaucoup d'entre eux, ceux qui le peuvent, évidemment financièrement, seront en congé, ce qui a tendance à fluidifier évidemment le trafic de manière très importante, on le sait. Après, la question, le corollaire de tout cela, c'est est-ce que je serais favorable à ce que ce couloir perdure au-delà des Jeux Olympiques ? Parce que j'ai parlé d'héritage tout à l'heure, il y a de l'héritage très positif dans les JO, le village des athlètes qui permettra de loger énormément de monde, la colline des Lancours qui sera ouverte au public, etc. À titre personnel, en tant que Laurent Mazory, en tant que citoyen qui me rend fréquemment à Paris pour raisons professionnelles, moi je ne suis pas favorable par contre à ce que l'on passe le périphérique de 4 voies à 3 voies, voire 2 voies, en laissant en place à l'issue ce couloir tel qu'il est. On voit dans les portions à 2 voies du périphérique, car il en existe autour de la porte de Gentilly, au niveau de l'accès de l'autoroute A6, les problématiques que cela pose quand on passe le périphérique de 4 à 2 voies ou quand il ne fonctionne que sur 2 voies. Petit sujet politique au sens noble du terme, en tout cas je ne suis pas favorable parce que ça perdure. Autre polémique sur l'organisation de ces Jeux Olympiques, les réquisitions des logements étudiants. Une partie des logements du Crous seront donc à disposition du personnel olympique, notamment les forces de l'ordre. Il va y en avoir besoin pour donc, par exemple la cérémonie d'ouverture où 45 000 forces de l'ordre sont attendues. L'annonce a été envoyée aux locataires étudiants concernés, donc qui devront quitter leur logement. Les syndicats étudiants s'y opposent. Beaucoup se scandalisent d'une telle décision. Est-ce que vous trouvez ça normal ?
Alors, je ne suis pas au fait du sujet précis en question, parce que nous n'avons pas cette problématique en réalité sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, nous avons toutes les infrastructures pour accueillir à la fois les athlètes, les services de sécurité, mais également celles et ceux qui viendront nous visiter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais chez un de vos confrères la semaine dernière, France Inter, pour ne pas les nommer, et je leur passe mes amitiés pour parler du problème d'Airbnb. Et typiquement, le problème d'Airbnb à Paris n'a rien à voir avec le problème d'Airbnb à Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque nous ne sommes pas dans une situation de logement sous tension, que donc au contraire, c'est une chance pour la population et ça ne pose pas de problème pour les habitants et ceux qui cherchent à se loger. Après, sur le fond et la forme. Le fond du sujet que vous évoquez, je le comprends. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, si on manque de logement, il faut bien en récupérer. La forme qui veut, si j'ai bien compris, qu'un certain nombre de locataires du Crous aient été informés par voie d'un simple courrier du fait qu'ils devaient quitter leur logement, je trouve que si c'est la seule forme qui a été utilisée, elle n'est pas très à la fois efficace, respectueuse et très humaine. Donc je sais très bien, et pour connaître les instances qui s'en occupent, que les choses, si c'est le cas, seront corrigées, et je suis persuadé que des solutions seront trouvées pour chacun des résidents. Je rappelle à nouveau quand même que nous sommes néanmoins sur une période de vacances, pour le coup, scolaire, que nous sommes... Alors, il y a toujours des gens qui préparent effectivement les sessions du mois de septembre et du mois d'octobre pour un certain nombre d'étudiants, mais pour avoir lu des statistiques dans une des réunions où j'étais présent du taux d'occupation sur les Crous, qui, il faut le savoir, l'été sont de 32%. 32% des logements l'été sont occupés sur les Crous, et c'est logique. Les personnes également vont en famille, etc. Si on est un petit peu intelligent, je suis certain que les autorités trouveront une suggestion et un mode de fonctionnement qui satisfasse tout le monde. Après, voilà, la forme, elle est évidemment un peu choquante, je trouve. Alors on a parlé des places, on a parlé des fan zones, autre possibilité aussi pour assister aux Jeux Olympiques, devenir bénévole. 200 000 candidatures ont été reçues, donc les organisateurs avaient besoin de 45 000 personnes. Il y en aura, j'imagine, besoin aussi pour les épreuves dans les Yvelines à Saint-Quentin. Cela montre aussi, selon vous, que ces 200 000 candidatures que les Français attendent et sont impatients d'assister à ces Jeux Olympiques. Ah oui, alors c'est absolument vrai, et là pour le coup on peut en parler vraiment en connaissance de cause, parce que Saint-Quentin-en-Yvelines avait négocié avec Paris 2024 la capacité d'avoir au moins 1000 bénévoles de son sol qui soient sélectionnés venant de son sol sur ses propres épreuves. Et donc nous avions fait, nous, en amont, un appel à candidature pour tous ces bénévoles, pour tous ces volontaires, que nous avions proposé à Paris 2024, que nous avons testé, enfin on les a invités dans beaucoup de choses pour voir leur capacité. Il y a eu un engouement de dingue. Il y a énormément d'habitants de Saint-Quentin, du jeune au plus vieux, qui ont voulu s'inscrire dedans pour faire tout. C'est-à-dire, parce que quand on a la vision ce que moi j'appelle ça plutôt les volontaires des Jeux que les bénévoles, même s'ils sont bénévoles, il n'y a pas que celui qui va être au pied de la piste en train d'attendre que le cycliste dévale la colline d'Elancourt. Il y a ceux qui vont être, je le disais tout à l'heure, ça peut paraître ingrat, mais à la gare. Et il y a ceux qui vont être sur le tracé. Il y a ceux qui vont aider à la collecte des déchets, etc. Pour autant, tous ceux que j'ai rencontrés étaient volontaires pour tout. Parce qu'il y a un contact avec une population étrangère qui va venir nous visiter. Il y a le fait d'être fier de porter haut les valeurs à la fois de son pays et de son territoire, de montrer qu'on sait accueillir. Et vraiment, c'est incroyable sur Saint-Quentin. On le voit d'ailleurs chaque année quand on a les différentes manifestations de golf qui appellent également beaucoup de volontaires pour orienter les populations, demander aux gens de faire silence lorsque les joueurs jouent, les accueillir. Grosso modo, pour un poste, il y a 3 candidats. Ça demeure, et j'insiste, vous l'avez raison, c'est bénévole. Donc on voit bien que c'est purement par engagement altruiste. Et moi, je suis très très fier d'être Saint-Quentinois et d'être français pour ça, parce que contrairement à ce que l'on pense bien souvent avec la caricature du français qui accueille mal, vous savez, je vais faire exprès de provoquer mes amis de Paris, encore une fois, mais vous avez place du Trocadéro, vous demandez un café, et dans le temps, les années 70, c'était « et qu'est-ce qu'il veut le petit monsieur ?» Et puis on lui donnait le café, on lui disait hey, « attention, dans 10 minutes, il faut être parti parce qu'il faut dégager la terrasse, parce que je revends. » C'est fini. Aujourd'hui, on est une vraie terre d'accueil du tourisme. Le tourisme est le bienvenu en France et le bienvenu dans les Yvelines et à Saint-Quentin. Et dans cette dernière partie d'émission, on va repasser justement en revue les différentes épreuves à Saint-Quentin. L'hebdo politique. Donc en dépit de toute cette question d'organisation qui demande, j'imagine, un grand suivi, un grand travail pour préparer les Jeux qui donc vont arriver dans plus de 400 jours maintenant. J'imagine donc... quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que Saint-Quentin-en-Yvelines allait accueillir ces Jeux Olympiques? Vous suivez ces questions sur le territoire, vous êtes élu à l'agglomération depuis 2008 maintenant.
Ma réaction, évidemment, j'ai été très content. En même temps, ça n'a pas été instinctif tout de suite, parce qu'on a eu également des combats. En premier lieu, on a su que la France était retenue et Paris était retenu pour les Jeux Olympiques de 2024, mais ensuite, on ne savait pas exactement où auraient lieu les épreuves. Donc il y a tout un tas de petits combats off ensuite. Il faut que les territoires, quand évidemment on n'est pas dans Paris, fassent valoir leur qualité pour séduire le comité d'organisation, pour dire... Je reprends l'exemple du VTT parce que c'est ceux pour lesquels ça a été le plus compliqué. Parce qu'on va dire que le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, je le rappelle, a été construit pour la candidature de Paris 2012 et on n'a pas gagné 2012. Donc on savait bien que si en 2024 on faisait des épreuves de cyclisme à Roubaix, il y aurait quand même eu un sujet. On n'allait pas construire d'ici là un autre Vélodrome national. Bon, ça coûte dans les 130 millions d'euros tout payé, donc on n'allait pas effectivement reconstruire un vélodrome. Donc il n'y avait pas d'enjeu. On savait que ce serait chez nous. Le BMX, on savait que ce serait chez nous. Le golf national, il a été construit comme un stadium de golf pour accueillir des épreuves internationales de golf et il a accueilli la Ryder Cup. Donc et il n'y a pas de sujet. La colline d'Elancourt pour le VTT, ça a été un vrai combat, parce que tout le monde, évidemment, veut accueillir les JO pour tous les éléments dont on parlait tout à l'heure, en termes ne serait-ce que d'aménagement, d'image et d'attractivité d'un territoire. Là, on s'est battu avec nos armes et nos arguments. Je pense que Saint-Quentin... C'était moins difficile que pour d'autres territoires, même ceux situés loin à la montagne. Et il était plus logique que ce soit à côté de Paris, encore que vous aurez remarqué que les épreuves de voile sont à Marseille. Alors on aurait pu s'attendre qu'elles soient au Havre parce que c'était plus près. Et puis on va parfois dans les dom-toms, voire plus loin pour des épreuves également qui ont lieu sur l'eau. Je pense au surf par exemple. Donc oui, il y a eu un vrai combat avec nos amis montagnards pour que le VTT ait lieu sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc à la fois j'ai été très content et ensuite on est parti au combat avec les différents maires adjoints, vice-président et le président de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgousse, pour séduire, avec l'aide ici, je tiens à le dire, de la région Île-de-France et de Valérie Pécresse, le comité d'organisation pour que Paris 2024 dise, eh bien, les épreuves de VTT auront lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà. Donc sur ça, joie et combat. Donc Vélodrome national pour les épreuves de vélo donc, sur piste, oui. Golf avec le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, puis le BMX, le stade juste à côté du Vélodrome. Ça, c'était des infrastructures qui étaient déjà plus ou moins en place. On va voir tout à l'heure s'il y a eu des changements, mais d'abord, je vais revenir sur la colline d'Elancourt. C'était le lieu qui n'était pas prêt au départ. Il y a eu des travaux qui sont nécessaires donc, pour ces Jeux Olympiques, un lieu qui était déjà particulier puisque c'est tout de même le lieu le plus haut d'Île-de-France, 231 mètres. On peut voir depuis le sommet la Tour Eiffel, la Défense ou encore la Tour Montparnasse. Ce lieu a été donc retenu pour organiser ces épreuves de VTT. Donc il a fallu construire cette piste. Comment avancent les travaux aujourd'hui ? Ils avancent très bien. Je dirais qu'à la date où nous sommes et à l'heure où nous parlons, ils sont quasiment terminés. Je pourrais même dire qu'ils sont terminés. Les clés vont être remises temporairement à Paris 2024 par la Solideo. La Solideo, c'est l'organisme d'État qui est en charge de la construction des infrastructures olympiques, donc qui va aussi bien faire le village des athlètes que l'aménagement de la colline d'Elancourt. Donc les clés vont être remises à Paris 2024. La piste est prête, elle est faite. Les différentes aires d'accueil sont prêts et sont faits, puisque sur la colline d'Elancourt, ce sont des installations précaires qui seront mises en place le temps des Jeux et qui partent le lendemain des Jeux pour rendre ensuite la colline au grand public. Peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et à partir du mois de juin, Paris 2024 va prendre livraison de l'ouvrage et va commencer donc toute une série de tests, vérifier que la Solideo a fait le travail comme c'était demandé, corriger éventuellement des petites erreurs d'appréciation qu'on pourrait avoir sur le tracé, même si le tracé qui a été fait par Nick Leros en amont est censé être parfait, les problématiques d'altimétrie peuvent se poser. Mais vraiment, on est dans le détail, parce que le VTT, c'est loin d'être une épreuve simple, c'est une épreuve à risque et dangereuse. Il faut avoir une piste compliqué et en même temps suffisamment qualitatif pour parer à tout accident grave. Donc il y a un vrai travail qui est fait. Et puis on aura le 24 septembre le test event qui aura lieu sur place où là on testera toutes les installations. Et donc l'avenir de ce lieu, de cette colline, il y aura une autre phase après les Jeux, une autre vie pour ce lieu. Oui, alors tout de suite après les Jeux Olympiques, ce n'est pas fini. Les travaux reprennent force et vigueur jusqu'au mois de septembre-octobre 2025 pour d'une part réaliser les compensations écologiques dont je parlais tout à l'heure, mais également finir la construction des autres pistes puisque ce lieu est appelé à avoir des pistes de VTT de tout niveau, depuis la piste bleue en bas de colline jusqu'à la piste noire qui sera l'ancienne piste des JO, et puis avec tous les niveaux de piste un peu comme au ski, mais également la mise en place des différents chemins piétonniers, du mobilier urbain écologique qui sera installé, du platelage bois par exemple au sommet de la colline de façon à ce que les gens puissent admirer la Tour Eiffel dont vous parliez tout à l'heure, la Défense, mais également les parties vertes quand on se tourne plus vers l'ouest et pour rendre à la population et l'ouvrir
à tous à partir de la rentrée septembre 2025 pour que ce soit un lieu de partage mixte. Je tiens à insister sur ce point exemplaire puisqu'on pourra à la fois y pratiquer du VTT et à la fois s'y promener en famille, ce qui est loin d'être le cas, puisqu'en général, quand on a du VTT, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, on sait que c'est parfois difficile de faire coexister le VTT avec les promeneurs. Là, pour le coup, la colline est pensée pour permettre ces deux activités, et elle est pensée y compris pour accueillir dans quelques mois ou dans quelques années d'autres championnats du monde ou championnats de France de VTT, puisque les infrastructures invisibles restent, et très rapidement, on peut à nouveau installer tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir de nouvelles épreuves, tout en étant ouvert au grand public le reste du temps. Et puis pour finir, j'ajoute donc que les épreuves de cyclisme sur route passeront aussi dans les Yvelines depuis des années. La construction du Vélodrome national, vous l'avez dit, à la base c'était pour 2011, c'est ça ? Oui. Début de la construction. Il y a une grande histoire entre le cyclisme Saint-Quentin en Yvelines, qui accueillera encore la dernière étape du Tour de France cette année. 23 juillet 2023. Les JO sont-ils l'aboutissement de ce lien entre le cyclisme et les Saint-Quentin en Yvelines ? Ah, l'aboutissement, non. Enfin, l'aboutissement, déjà, c'était l'accueil du siège de la Fédération française de cyclisme, rue Laurent-Fignon, dans le Vélodrome. Ça, c'était un aboutissement. L'accueil également, cette année, puisque la construction est en cours, de tout le centre de perfectionnement du cyclisme. Non, c'est pas un aboutissement, ce n'est qu'une étape. Nous accueillerons, j'en suis certain, dans les années à venir, beaucoup d'autres manifestations en rapport avec le vélo. D'abord, on a à faire vivre le Vélodrome. Et faire vivre le Vélodrome, c'est continuer à y accueillir de grandes manifestations internationales. On a la Track Champion League, par exemple, qui revient tous les ans maintenant au mois de novembre, un samedi soir, qui est une vraie fête du vélo, un truc incroyable où il faut vraiment venir en famille. Et puis, on ne souhaite jamais mettre une fin à Saint-Quentin. Saint-Quentin est un territoire dynamique, en développement. Il représente 12 communes. Le but, c'est de le faire vivre. Et donc, bien entendu, avoir les Jeux Olympiques, je pense que nous ne les reverrons pas de notre vivant, même vous qui êtes beaucoup plus jeune que moi, puisqu'on les a tous les 100 ans en moyenne. Mais néanmoins, ça ne marquera pas une fin. Bien au contraire, pour nous, c'est un début. Merci beaucoup Laurent Mazori d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, délégué au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Radio Sensation et sur TV 78. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. L'Hebdo Politique.